Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé pour la France ce mercredi 17 juillet 2024. Alassane Ouattara y séjournera quelques jours. Il a été accompagné à l'aéroport par des membres de son cabinet. Une délégation d'entreprises allemandes séjourne en Côte d'Ivoire. Elle est conduite par le directeur général des affaires économiques du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. La délégation a rencontré le Premier ministre pour explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans le pays. La rencontre s'est tenue ce mardi à la primature. Et puis, le directeur général par intérim de la RTI a rencontré le personnel ce mercredi. Jean-Martial Adou et ses équipes ont pris contact. Le directeur général a saisi l'opportunité pour appeler les travailleurs du groupe de médias de service public à l'ardeur au travail bien fait. Plusieurs questions relatives à la vie de l'entreprise ont été évoquées. Nous vous le disions en titre, le chef de l'État s'est envolé aujourd'hui pour la France. Le président Alassane Ouattara y séjournera. Le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro et la secrétaire générale de la présidence Masséré Touré Koné ont accompagné le président de la République à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une délégation d'hommes d'affaires allemands a été reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La délégation est conduite par le directeur général des affaires économiques du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ils sont venus explorer les pistes d'investissement dans les secteurs clés et surtout les secteurs porteurs en terre ivoirienne. Le reportage d'Abdoulaye Koné. C'est une séance de travail qui permettra d'explorer les opportunités d'investissement et de partenariat dans notre pays. Cette délégation d'investisseurs allemands a rencontré mardi le Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est très important, je pense, pour nous d'avoir la possibilité de travailler avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de possibilités qu'on a discutées. Il y a des projets très intéressants et on a trouvé déjà un terrain très important ensemble dont on peut travailler pour le futur, pour trouver des projets intéressants et très concrets et spécifiques pour créer des entreprises, aussi peut-être des collaborations dans des terrains importants pour la Côte d'Ivoire. Les secteurs visés sont entre autres l'agriculture, la santé, la formation des jeunes et les énergies renouvelables. La rencontre intervient en marge de la visite de travail de la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Annalena Baerbock, en Côte d'Ivoire, dans l'optique de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Et toujours dans l'actualité nationale, 22 officiers, tous membres de la cohorte du 5e cours d'études supérieures de défense, ont reçu leur brevet des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Raïma Ouattara. Ils viennent de terminer 10 mois de cours à Zambakro et Yamoussoukro. Les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont aussi pris part à l'événement. Le cours d'études supérieures de défense a été créé en novembre 2020 et constitue aujourd'hui le plus haut niveau de stage militaire dans le pays. Et puis, puisque nous parlons de sécurité, pour plus de sécurité d'ailleurs, restons à l'Académie des forces militaires de Zambakro, cette institution qui se positionne déjà comme une référence dans le secteur de la formation des chefs militaires. Le Cameroun s'est d'ailleurs ajouté à la liste des 10 autres nationalités dont les soldats sont en formation. L'Académie abrite demain, jeudi, une double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes. Mais avant cet événement, nous voyons ensemble aujourd'hui comment se passe une journée type d'entraînement à l'Académie des forces militaires de Zambakro, à Yamoussoukro. Le reportage de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. 5 heures du matin, c'est le réveil à l'Académie des forces armées AFA de Zambakro. Réveil comme un matinal! Réveillez-vous contre la Concoville. S'ensuit le rangement des dortoirs et le nettoyage des lieux. La discipline et la propreté doivent être respectées. Après ce constat, place à l'exercice physique. L'objectif est de développer l'endurance, la force et l'agilité.
Les cours académiques prennent en compte des matières telles que les sciences militaires, l'histoire, les mathématiques et les langues étrangères. L'Académie des Forces armées a pour mission d'assurer la formation initiale et continue des officiers des armées. Nos jeunes sont recrutés par voie de concours. Il existe deux voies. La voie directe qui concerne les personnes titulaires de la licence ou du master. Et à cette catégorie, on peut ajouter les personnels du domaine médical, qui sont les médecins et les pharmaciens, qui viennent ici pour 1 an de formation. Au terme de cette année de formation, ils en sortent lieutenant. Il y a la voie semi-directe également qui concerne nos meilleurs sous-officiers, ceux qui présentent des aptitudes à être officiers. Nous leur donnons la possibilité de passer le concours et intégrer la catégorie des officiers. Au niveau de la formation tactique, des sessions sont conçues pour préparer les futurs officiers à des situations réelles de combat. L'instruction que nos différents élèves reçoivent au sein de cette école, c'est un ensemble d'instructions basées sur les connaissances en matière de savoir-faire et de savoir-être nécessaires pour pouvoir mener à bien leur mission sur le terrain. Nous sommes à la zone d'instruction opérationnelle multiple qui est un prolongement de l'Académie des Forces armées, un centre aménagé pour pouvoir mettre en application tout ce qui est cours théorique appris en salle. Ici, vous pouvez voir un groupe d'élèves, notamment ceux de la 2e année, après avoir reçu le cours d'instruction sur le tir en salle, après avoir aussi effectué des essais de tir à plomb, ils se retrouvent aujourd'hui ce matin pour pouvoir mettre en application les instructions reçues pour tirer à balles réelles sur des cibles. L'Académie des Forces armées AFA de Zambakro, c'est aussi et surtout une formation spécialisée. Selon les branches, armée de terre, de l'air ou de mer. Le programme de formation nous amène à être polyvalent, c'est-à-dire on a des notions sur la terre, sur la mer et même dans les airs avec le SOPARA. Donc on peut dire que la formation est assez complète. Le régime école militaire est différent de celui que nous avons connu à l'université. Mais à l'heure actuelle, nous pouvons dire que nous sommes bien adaptés, nous sommes bien acclimatés au monde militaire et que pour le reste, ça suivra. La Côte d'Ivoire est vraiment le pays de l'hospitalité. À travers mes promos, j'ai trouvé une nouvelle famille. Les cours sont conçus pour développer la pensée critique et les compétences décisionnelles des stagiaires. En outre, ils doivent comprendre les principes du commandement et être capables d'agir de sorte à faire face donc, aux différentes situations complexes qu'ils rencontreront dans le métier des armes. Les après-midi sont réservés aux activités sportives et récréatives. Ces activités occupent une place importante dans le programme pour le bien-être des militaires. À l'Académie des Forces armées AFA de Zambakro, la journée se termine à 22h par le coucher. Il faut bien se reposer pour être en forme le jour suivant. Située à environ une dizaine de kilomètres de Yamoussoukro, l'Académie est prête pour accueillir le jeudi 18 juillet 2024 la cérémonie de baptême de la 55e promotion d'élèves actifs de première année et de remise d'épaulettes de médecins lieutenants et de sous-lieutenants de la promotion Fierté. Nous lançons un appel à toute la population, à tous les militaires, à tous les gendarmes, les familles de nos stagiaires qui sont ici, à venir massivement nous soutenir. Et depuis quelques années, l'Académie des Forces armées élargit l'éventail des pays partenaires qui envoient les stagiaires dans nos écoles. Cette année, elle s'est ouverte aux pays de l'Afrique de l'Est. Et nous, dans nos projets, nous espérons accueillir les pays d'expression anglaise pour en faire véritablement une école africaine. Pour les jeunes qui hésitent à intégrer les armées, je pense qu'il y a une vraie aventure humaine à intégrer les forces armées. Et la Côte d'Ivoire a besoin de toutes les compétences, tous les bras valides de ces pays pour venir assurer la sécurité et la défense de la nation. Créée en 2020, en remplacement de l'école des forces armées EFA, l'Académie des forces armées AFA de Zambakro veut s'imposer avec une nouvelle approche, à savoir la formation des chefs militaires aptes à répondre aux nouveaux enjeux sécuritaires.
Dans le chapitre de la santé, Abidjan abrite la clôture de la conférence ministérielle sur la transition de Gavi vers un financement domestique durable de la vaccination. À cette occasion, les ministres de la Santé et des Finances de 9 pays africains, dont le nôtre, la Côte d'Ivoire, se sont engagés à renforcer les capacités stratégiques et financières de leurs États pour accroître le taux de couverture vaccinale. Ils s'expriment dans ce qu'il convient d'appeler désormais la déclaration d'Abidjan. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Fin des réflexions et place aux recommandations sur la transition de soutien de Gavi vers un financement durable de la vaccination en Afrique. Les défis restent les mêmes pour les ministres africains de la Santé et des Finances. Élargir les programmes nationaux de vaccination, maintenir une couverture vaccinale et soutenir l'introduction des nouveaux vaccins. La déclaration d'Abidjan est l'illustration de leur résolution pour un retrait progressif de Gavi. Je pars rassurée, satisfaite parce que aussi les leaderships en place ici en Côte d'Ivoire favorisera la transition vers une bonne politique de Gavi. Et ce que nous visons une transformation qui va perdurer dans le temps. Et les résolutions qui ont été prises ici seront suivies et nous allons nous assurer de pouvoir voir les résultats de tous ces travaux-là. De 2001 à ce jour, l'on enregistre plus de 12 milliards de francs CFA mobilisés en Côte d'Ivoire pour la vaccination. Pour le ministre ivoirien de la Santé, accroître les investissements est une option nécessaire. Dans la déclaration qui a été lue, on a tenu compte du niveau spécifique de chaque pays, des conditions économiques, des conditions politiques pour pouvoir adapter donc le plan de sortie qui soit donc les plus viables possibles. Et je crois qu'avec toutes les mesures prises et le comité qu'on va mettre en place au niveau sous-régional et au niveau de l'Afrique pour surveiller cette sortie, je pense que nous allons minimiser les risques. L'adoption de la déclaration d'Abidjan à l'issue de cette conférence ministérielle est une opportunité pour les 8 pays participants pour accélérer leur phase de sortie de Gavi d'ici 2030. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, conduit une mission en Indonésie dans le cadre de l'opérationnalisation de la CMU, la couverture maladie universelle. Au programme de cette visite, des sessions d'échange, de partage d'expériences, mais aussi d'informations pour connaître le fonctionnement du système en Indonésie. Le témoignage de Serge Koléa et Adama Sangari. Avec plus de 220 millions d'assurés à la couverture sanitaire universelle, soit 82% de la population, l'Indonésie représente l'un des plus grands régimes d'assurance maladie au monde. Le gouvernement impose la participation à cette assurance financée par une combinaison de ressources publiques et privées. L'objectif est de rendre gratuit l'accès aux soins médicaux de base pour tous les citoyens. C'est pour mieux s'en imprégner, afin d'en tirer le meilleur profit, que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, conduit cette mission en Indonésie, après un premier voyage d'immersion en Thaïlande. Au programme, visite d'établissements sanitaires publics et privés, réunions techniques et présentation du dispositif. C'est quasiment la totalité de la population indonésienne est couverte maintenant par la sécurité sociale. Donc, les soins sont entièrement gratuits pour eux. Tous ont droit à des soins et en particulier ici dans cet hôpital à des soins de première urgence. La délégation ivoirienne s'est aussi rendue dans les locaux de l'assurance santé universelle de l'Indonésie. C'est l'équivalent de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et les équipes du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont pu se rendre compte du dispositif après une présentation détaillée. Le centre de commandement de toutes les opérations d'assurance santé universelle a été également visité. Nous avons appris beaucoup de choses qui nous permettront en rentrant de rendre compte d'abord à notre hiérarchie et ensuite tout ce retour d'expérience positive que nous pouvons utiliser pour améliorer la couverture maladie universelle qui est aujourd'hui dans notre pays une réalité, soit encore davantage dynamique. À partir des modèles thaïlandais et indonésiens, il s'agira pour la délégation ivoirienne de prendre bonne note des dispositions, des outils et des stratégies efficaces à développer en Côte d'Ivoire. L'équipe va élaborer à l'issue de cette mission un rapport détaillé des bonnes pratiques et faire des recommandations concrètes au gouvernement.
Rendons-nous à présent au Maroc où le drapeau ivoirien a flotté à la 11e édition de la cérémonie de distinction du PADEL, le prix international panafricain des leaders. La Côte d'Ivoire remporte une vingtaine de prix avec à la clé le Grand Prix et également le prix Saphir décerné à deux entrepreneurs ivoiriens, Conan Jules et Nomelej Dibi. Ils sont entrepreneurs dans le domaine du BTP et de l'EVA-culture. Le reportage de Sephora Zegui et Barnabé Conan. Jules Conan, entrepreneur ivoirien exerçant dans le BTP, est le grand vainqueur du prix international panafricain des leaders PADEL à Casablanca au Maroc. Jules repart avec le Grand Prix PADEL Diamant, un prix à travers lequel la Fondation Novafrique met en lumière les acteurs du développement de l'Afrique. Ce prix est le résultat de ce que notre président a entamé en Côte d'Ivoire, qui est de créer des champions nationaux qui vont rivaliser avec l'international. Nomelej Dibi, cet autre Ivoirien exerçant dans l'industrie du caoutchouc naturel, s'arrache le saphir. Ce prix est pour lui le résultat de la politique de promotion de l'entrepreneuriat ivoirien initiée par le président de la République. Il faut reconnaître que l'environnement ivoirien aujourd'hui est propice au développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aidé au développement des champions nationaux. Donc sur cet élan, on a travaillé dur comme il faut, on s'est organisé et aujourd'hui on fait la fierté de la Côte d'Ivoire dans cette distinction africaine. La Côte d'Ivoire, mais également le Burkina Faso, la Guinée et le Maroc, entre autres, ont brillé à cette 12e édition du PADEL à Casablanca. Parce qu'aujourd'hui, par ce canal-là, nous arrivons quand même à présenter les performances de la mutuelle. Et je voudrais d'abord même dire merci aux organisateurs qui ont pensé à nous. Le prix PADEL a pour objectif de faire des fils et filles d'Afrique des modèles et récompenser leur politique managériale à l'international. Le prix PADEL, c'est pour honorifier des opérateurs économiques, politiciens, sportifs, diplomates qui ont laissé leur empreinte pour le bien-être du continent africain. Notre objectif primordial, c'est de motiver les gens, puis d'encourager les gens et de les primer quand même. Lorsqu'il y a quelqu'un qui fait des efforts pour notre continent, il mérite d'être honorifié. Chaque année, ce prix est décerné aux personnes physiques et morales qui, par la qualité de leur travail, dans tous les secteurs d'activité et de la vie sociale, se positionnent comme de véritables artisans de développement. Le prix international panafricain des leaders PADEL se révèle de plus en plus comme un baromètre du travail, à la fois quantitatif et qualitatif, depuis 2013, date de sa création. Un nouveau le disions en titre, le directeur général par intérim de la RTI a rencontré aujourd'hui le personnel du groupe de médias de service public. Une prise de contact pour Jean-Martial Adou et les femmes et hommes qu'il dirige désormais. Le directeur général a présenté sa vision, motivé le personnel au travail bien fait et bien sûr répondu à leurs préoccupations. C'est ce que nous montre Malika Koulibaly. C'est une rencontre attendue. Elle souffle un vent nouveau. Jean-Martial Adou face aux agents de la RTI 6 jours après sa nomination. Une prise de contact qui jette les dés sur la gestion de la Maison Bleue les mois à venir. Il prend ainsi les rênes du premier média audiovisuel du pays dans un contexte concurrentiel. J'ai une mission, celle de contribuer à rendre cette maison fière d'elle-même dans le nouvel environnement que nous connaissons, l'environnement libéralisé du secteur audiovisuel. Je sais qu'un environnement libéralisé n'est pas du tout comparable à un environnement de monopole. Dès cet instant, il y a des mesures que chaque entreprise qui opère dans ce nouvel environnement doit prendre. La RTI devait s'adapter à ce nouvel environnement, prendre des mesures idoines, disons, pour faire face à la concurrence. La RTI a ce devoir si la RTI veut continuer à vivre. Gestion des ressources humaines, révalorisation des salaires, autant de points qui suscitent la curiosité des agents face à leur nouveau directeur général. Il faut faire une réorganisation interne.
si on veut que notre maison survive. Il faut créer des synergies de sorte que la ressource humaine soit mieux exploitée. Je vais travailler en sorte qu'il y ait des procédures internes. Il faut créer de la motivation, parce que quand on travaille, si on veut être efficace, il faut cette sécurité. Pour nous-mêmes, ça me paraît indispensable. Je serai intraitable, exigeant sur le travail. Mais quand on a dit ça, il faut que vous soyez dans de bonnes conditions de travail. C'est les équipements qu'il faut pour que vous soyez efficace. Ne perdons pas de vue qu'à partir de octobre, si ce n'est déjà fait, on a des challenges à relever. On rentre en année électorale. Les politiques seront sur le terrain. Et dans notre système démocratique que nous défendons, le service public a le devoir de les accompagner, être partout où ils sont. Il faut qu'on fasse une évaluation réelle de nos besoins et qu'on présente cela au gouvernement. Créer des synergies afin que les ressources soient mieux exploitées, les questions de mutualisation et la révalorisation salariale, autant de points abordés. Venus en grand nombre pour cette première rencontre, les agents apprécient la démarche. Il nous a expliqué exactement comment ils comptent travailler avec donc, toutes les compétences et respecter donc, les engagements pris par la RTI. Je pense que ça dénote de quelque chose de positif. On a eu l'honneur et le privilège d'échanger avec notre nouveau directeur général pour voir bien sûr cette nouvelle dynamique dans laquelle la RTI se lance. Ça a été donc un moment fructueux. Après l'ensemble du personnel de la RTI, Jean-Martial Adou entend multiplier les rencontres avec les différents départements. 280 réfugiés ivoiriens au Libéria ont reçu des passeports. Ils sont la première vague d'une liste de 900 compatriotes vivant dans ce pays sans aucun document administratif. La cérémonie de remise de ces passeports s'est faite en présence d'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères à Monrovia au Libéria. Éric Goré. Ces ex-réfugiés ivoiriens ont leur passeport après une décennie hors de la Côte d'Ivoire. Une nouvelle opportunité pour ces compatriotes qui décident désormais de s'établir au Libéria. Partis de la Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie, ces Ivoiriens n'ont plus de documents valides. Et pourtant, vouloir s'installer au Libéria doit se faire dans les règles. L'État de Côte d'Ivoire vient donc à leur secours grâce à la politique du président Alassane Ouattara qui met au cœur l'Ivoirien tout court où qu'il soit. Une équipe du ministère des Affaires étrangères séjourne à Monrovia. La mission est conduite par l'ambassadeur Emmanuel Fiogolo, directeur de l'aide et assistance aux réfugiés et aux apatrides. La présente cérémonie est le fruit de la volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'œuvrer pour le bien-être de ses concitoyens, notamment les ex-réfugiés ivoiriens au Libéria, en vue d'octroyer des passeports biométriques aux Ivoiriens qui ont choisi de s'intégrer durablement au Libéria au terme de leur statut de réfugié. Cette première vague concerne 280 personnes. Les autres suivront. La coopération entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le HCR a bien fonctionné pour obtenir ce résultat. Et tous ceux qui ont opté pour l'intégration locale sont tous contents, sont tous ravis des efforts que le gouvernement ivoirien fait pour nous qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire. Plus de 600 autres Ivoiriens sont en attente de leur passeport biométrique délivré gratuitement. La mission du ministère des Affaires étrangères à Monrovia rassure que cela suffira dans un bref délai. Dans le secteur de l'assainissement, les opérateurs de vidange ont été formés à la bonne gestion des eaux usées. La formation s'est tenue aujourd'hui, organisée par l'Office national de l'assainissement et du drainage. Le reportage de Grace Kando. L'assainissement non collectif est le plus répandu et le district d'Abidjan ne fait pas exception. L'assainissement, c'est le type de déchets liquides que nous avons, que nous produisons à domicile, qui doivent être collectés, traités et rendus à la nature, par deux modes principalement. Le mode collectif et le mode non collectif. Dans notre pays, il y a globalement au plan national 80% de nos ménages qui sont concernés par ce système d'assainissement. Nous n'avons que des fosses septiques à domicile. Et le mode collectif, c'est des canalisations souterraines qui collectivement transportent ces déchets liquides jusqu'à leur traitement.
Dans cette filière de transport et de dépotage, les vidangeurs jouent un rôle très important. Pour améliorer la qualité des services d'assainissement, l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD renforce les capacités des opérateurs de vidange. C'est vraiment un offre de soulagement. On est demandé que ça, c'est-à-dire une synergie d'action entre les acteurs de vidange et l'ONAD. Les acteurs de vidange sont un maillon essentiel dans la professionnalisation de ces secteurs-là. Donc c'est ensemble que vraiment on pourra arriver à atteindre nos objectifs. L'État va se doter de 33 stations de traitement de vidange dans nos régions. Aujourd'hui, il y a certaines qui sont disponibles. Lorsque vous êtes professionnel, vous essayez de vous projeter dans l'avenir. Plus vous serez prêt, vous serez formé, vous serez des professionnels, vous serez en compétition pour la délégation de ces exploitations. C'est pourquoi nous tenons à ce qu'ils soient bien formés. Et il y en a eu 2 autres déjà, à Boaké, à Korogo, et aujourd'hui nous sommes à Abidjan. Une bonne gestion des eaux usées pour un cadre de vie sain, le gouvernement en fait sa préoccupation. Plusieurs réformes ont été engagées, le code de l'assainissement qui a été présenté au gouvernement. Il y a aussi la lettre de politique sectorielle. On a aussi adopté une stratégie intégrée nationale pour l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 6, qui va nous permettre de planifier les investissements d'ici 2050 en vue d'atteindre ces objectifs. Réhabilitation de postes de dépotage, construction de plusieurs stations de traitement des boues de vidange, institution d'un fonds de garantie au profit des opérateurs de vidange, autant d'activités menées par l'ONAD en vue de la professionnalisation de l'activité. L'AGEFOP, de son côté, a célébré la Journée mondiale des compétences, une célébration marquée par des journées portes ouvertes avec pour thème les compétences des jeunes autour de la paix et du développement. Cela dans l'objectif de mieux faire connaître l'AGEFOP et notamment ses programmes de formation. Le reportage de Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. L'AGEFOP célèbre la Journée mondiale des compétences à travers des journées portes ouvertes au sein de ses locaux. Ces journées visent à inciter les jeunes à s'approprier le dispositif des programmes innovants de formation et de réinsertion professionnelle. Des formations de courte durée, par apprentissage, quel que soit le niveau et le statut. J'ai fait la formation en boucherie et après cette formation en boucherie, j'ai été insérée. La formation, elle est très importante. Il faut se faire former en tant que jeune. L'AGEFOP a décidé de concevoir et de mettre en œuvre un programme que nous avons appelé le programme national Passeport Compétences. Passeport Compétences parce que les compétences, pour nous, sont le passeport vers une insertion durable. Parce que les compétences sont le passeport vers une autonomisation et une indépendance financière. Et parce que les compétences sont également la clé, le passeport pour une migration régulière, pour éviter que nous ayons des confrères, des consoeurs qui meurent dans l'eau. Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement, tel est le thème choisi pour cette célébration, marquée par des distinctions et une signature de convention entre l'AGEFOP et le Conseil régional du Sud Comoé. L'année 2023, décrétée année de la jeunesse par le président de la République, est l'occasion d'initier avec beaucoup plus d'engagement des actions en votre faveur. Dans ce sens, le programme jeunesse du gouvernement PJGouv a été élaboré à l'effet d'accroître significativement les actions à impact réel sur les jeunes de notre pays, conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Merci, Madame la Directrice Générale, d'avoir choisi la région du Sud Comoé pour cette phase pilote de votre projet phare, qu'est le programme national Passeport Compétences, à travers une signature de convention. Le Conseil régional du Sud Comoé s'honore d'accueillir cette initiative qui aura un impact considérable sur les jeunes en termes de professionnalisation des métiers, en termes de formation et d'insertion professionnelle. Cette activité, faite de sensibilisation et d'engagement communautaire, témoigne de la volonté des responsables de l'Agence nationale de la formation professionnelle de positionner la structure comme acteur de référence dans l'écosystème de la formation professionnelle.
Dans le chapitre politique, c'est un porte-parole du RHDP très confiant de la victoire de son parti à l'élection présidentielle de 2025 qui s'est présenté à la presse aujourd'hui. Koména Kwasi Adjoumani s'est exprimé sur l'actualité politique nationale dans la tribune d'échange dénommée les rendez-vous du RHDP. Le ministre d'État a expliqué comment et pourquoi son parti, le RHDP, va demeurer au pouvoir après octobre 2025, au regard notamment de son implantation sur le territoire ou encore du nombre de postes électifs au municipal, au régional et aux législatives. Konaté Moussa, Ulrika Dongo. Pour ce premier numéro de la tribune d'échange les rendez-vous du RHDP, le porte-parole principal du parti expose sur divers sujets, notamment le découpage électoral. Depuis son accession en 2011 à la magistrature suprême, contrairement aux mensonges proférés et propagés par l'opposition, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, n'a créé que 4 nouvelles communes. La victoire du RHDP aux élections régionales et municipales n'a donc rien à voir avec un quelconque découpage électoral. Les résultats des élections municipales et régionales de 2023 n'ont en effet fait que confirmer l'ancrage territorial de notre parti. Selon Koména Kwasi Adjoumani, le RHDP affronte l'échéance électorale de 2025 avec assurance et sérénité. La victoire du RHDP à la prochaine présidentielle relève d'une évidence mathématique. Nos performances et nos résultats au cours des plus récentes consultations électorales, 26 régions sur 31, 125 communes sur 201 et 168 sièges sur 255 à l'Assemblée nationale. Pour le RHDP, Alassane Ouattara demeure le meilleur choix pour l'élection présidentielle prochaine. L'élection présidentielle, ce n'est pas une candidature seulement de compétences. Nous avons des cadres compétents et ce sont ces cadres compétents autour du président Ouattara qui ont permis de réaliser tout ce qui a été réalisé. Maintenant, pour aller gagner une élection, on regarde parmi donc dans la famille, dans l'équipe concédée par le ministre, qui est celui qui peut le plus rassembler, fédérer tout le monde pour nous permettre de gagner et permettre donc à tous les cadres compétents d'occuper de hautes responsabilités de continuer à faire avancer le pays. Nous disons aujourd'hui que notre plus grand atout aujourd'hui, ça a été dit par le ministre et le président Alassane Ouattara. Les cadres du RHDP invitent donc l'ensemble des militants au rassemblement autour du chef de l'État. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Rwanda, c'est sans surprise que le Front patriotique rwandais, parti du président Paul Kagame, arrive en tête des résultats partiels des élections législatives, plus de 62% des suffrages, ce qui réconforte l'hégémonie du parti présidentiel. D'autres partis historiques, notamment le Parti libéral et le Parti social-démocrate, ont respectivement obtenu près de 11% et 9% des voix. Les formations alliées du FPR, dont certains dirigeants sont ministres, ont soutenu le chef de l'État Paul Kagame pour la présidentielle et l'ont suivi pendant ce meeting de campagne. Les Jeux Olympiques de Paris démarrent le vendredi 26 juillet prochain et la Seine est de nouveau baignable. Le fleuve, redevenu baignable après plus de 100 ans d'interdiction, sera au cœur de la cérémonie d'ouverture. Il est déjà sous surveillance des forces de sécurité. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'y est d'ailleurs baignée cet après-midi devant toutes les caméras du monde. Voilà de quoi faire taire les critiques et rassurer tous les pays qui participent, n'est-ce pas, aux Jeux Olympiques 2024. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI.